soirée, elle s'appelle, je l'ai appelée autour de Pierre Goldman, à propos de Pierre Goldman. Pourquoi cette réédition et donc pourquoi on se voit là? C'est que je dois avouer que, d'abord, sans cette biographie, je ne serais pas avocat. C'est cette biographie qui m'a amené à devenir avocat. Mais ça, c'est mon histoire perso. En tous les cas, Pierre Goldman, quand le film est sorti l'année dernière, qui était le procès Goldman, j'en étais assez frustré, assez déçu même. Et j'ai pas aimé ce film. Et donc ce livre, il naît de cette frustration. Parce que, on pourra reparler du film, je sais que parmi vous, il y a des gens qui l'ont beaucoup aimé, ce film, et pourquoi pas. Mais bon, il se trouve que ça correspond pas à... Voilà, je me dis... Alors, ouais, surtout, je me dis, mince, Cédric Kahn, il aurait dû lire mon livre. Parce que s'il avait lu mon livre, j'aurais aimé son film. Hein, mais accessoirement, il aurait peut-être... il n'a pas dit de conneries, hein, c'est le procès Goldman. Bon, c'est des punchlines qui sont prises dans différents bouquins, dans les coupures de presse. C'est pas comme ça que ça se passe un procès, il n'y avait pas sa fin. Bon, mais quand même, je trouve qu'on reste très, très frustré sur sa fin à propos de ce portrait de Pierre. Et donc, je me suis dit qu'il fallait que... on le lise un peu plus, mon bouquin, si on s'intéresse à Pierre Goldman. Et je vois que ça vous intéresse parce que c'est quelqu'un qui est quand même décédé en 79, qui a vraiment finalement marqué, moi en tout cas ma génération et d'autres. Moi je vous rappelle, je vais vous faire un bref résumé de l'histoire de Pierre Goldman, hein, comme ça, sans vous dévoiler. Mais en fait, quand je suis au lycée en 74 et que Souvenirs obscurs d'un juif polonais sortent, j'apprends ce qui s'est passé en 69. Dans une pharmacie du 6 boulevard Richard Lenoir, on est le 19 décembre, il y a un massacre. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais on sait qu'il y a deux femmes qu'on retrouve mortes. La pharmacienne et son aide, la personne qui travaillait avec elle, on les retrouve toutes les deux affreusement assassinées, tuées, etc. La caisse est là d'ailleurs. Et puis on reconstitue un peu tout ça et en avril 70, on arrête Pierre Goldman. C'est lui le tueur, dit François. Donc Pierre Goldman est accusé de ce crime. Pierre Goldman, comment on le connaît? Comment le connaissent les gens, hein? Bon, Luc, qui était un copain de Pierre, il corrigera après, hein. Luc était Pierre Goldman était connu pour être un gauchiste. Un garçon de l'Union des étudiants communistes, donc c'est pas vraiment... Mais c'est là que commencent à naître des gauchistes, parce que Alain Krivine aussi était aux étudiants communistes, enfin tout le monde était dans cette mouvance. Hein. Il y avait plusieurs chapelles qu'on va appeler les Italiens avec Kouchner, et déjà Alain Krivine qui va aller se diriger vers les trotskistes, etc. D'autres qui deviendront Mao, mais enfin bon, tous ces gens-là, aujourd'hui, si je les cite, c'est Bernard Kouchner, c'est Luc Nemeth, c'est Marine Karmitz. Qui n'est pas suivi le même chemin que Kouchner. Dieu merci. C'est Marine Karmitz, c'est Alain Krivine, j'ai déjà dit, c'est Serge July, c'est toutes les gangs qui va créer Libération. Bon. Et donc, Pierre comparait. Il comparait et son procès se passe super mal. Super mal parce que je vais aller directement au verdict. Moi, je vous raconte après dans mon livre comment ça se passe, mais il est condamné à perpétuité. Il est condamné à perpétuité et le président de la cour d'assises m'a dit « je lui ai sauvé sa tête ». Et ça, pour nous, de ma génération, c'est important parce que dans les années 76, etc., il y avait cette peine de mort, ces gens à qui on coupait des têtes qui étaient absolument, pour nous, même là, d'en parler, j'en suis ému, c'est bouleversant. On a coupé la tête de plein de gens, et même si, j'allais dire, dont certains, on sait qu'ils ont été innocentés et réhabilités depuis, mais c'est pas le problème. Déjà, il y avait ce combat contre la peine de mort, et Pierre est un rescapé. Et surtout, au lycée, donc, le prof de philo parle de souvenirs obscurs d'un juif polonais né en France. Et là va naître un autre personnage pour les gens. C'est pas ce petit gauchiste qui, en plus, a viré dans le banditisme, qui était même assez sali par ses copains de l'époque, pas de la fac, mais les gens qu'il fréquentait, un mec assez sali, hein. Bon, il va se révéler un extraordinaire écrivain. Et surtout, on va découvrir l'enfant qu'il a été, ses parents. Je ne veux plus dire grand résistant.
Parce qu'un résistant, il suffit d'avoir passé un petit mot à quelqu'un, d'avoir bousculé un flic pour empêcher, c'est déjà, on risquait sa vie. Donc ça n'existe pas les grands résistants, mais quand même, les parents de Pierre, responsable politique de la région de Grenoble pour son père, qui a fait la libération de Villeurbanne, sa mère qui alors c'est pareil, sa mère, très peu de femmes reconnues. J'ai fait des films sur les compagnons de la libération, je crois qu'il y en a 5 femmes reconnues, alors qu'elles ont passé leur temps à transporter des armes, à transporter des tracts. Et il y avait des tracts dans le landau de Pierre Goldman. Il y avait des tracts, il a été déclaré sous un faux nom, Pierre le Grand, parce que juif, on n'allait pas se faire déclarer à la mairie, etc. Donc on découvre ce garçon qui est déjà un rescapé. Il est né mort, il est né condamné, il est né et il vit. Et il vit, Après, quand on sait ça, on comprend sa vie. Donc moi, j'ai fait tout un chapitre sur Albert, Goldman, son père, sur Janine, Sosacheska, sa mère, Pierre, sa naissance, son enfance. Je raconte tout ça et ça nous amène, j'allais dire boulevard Richard Lenoir, pas forcément. En tous les cas, ça nous amène aux assises à Paris. Condamné à mort, c'est un scandale pour des gens comme moi, mais dans la salle, il y a Michel Butel, un autre de ses copains, qui traverse, pour ceux qui connaissent la salle Voltaire, il traverse, il enjambe le box, maintenant il y a du verre, et il va embrasser Pierre, et il y a une émeute, c'est un scandale. Et ce bouquin, entre autres, va faire que le procès est cassé. À l'époque, il n'y avait pas d'appel. On allait se faire couper la tête direct. Bon, et là, il a cassation, et miracle, le procès est cassé. Et il y a ensuite un procès à Amiens. Et là, à Amiens, ça change tout. Ces petits copains gauchistes qui ont créé Libération, je me souviens, ému, moi au lycée en terminale, ému de lire le premier article à l'ouverture du procès, Kravets, Marc, qui dit « L'homme qui est dans le box est un ami, un frère ». Et donc, il va y avoir ce procès où tous ces gens vont se mobiliser pour que le procès de Pierre Goldman, pour que Pierre Goldman soit entendu, pour que son procès se fasse dans de meilleures conditions. Il a un autre avocat qu'en première instance. Je ne citerai pas le premier par pitié. Le second. Je l'ai rencontré, une ordure, Liebman. Bon, voilà. Donc, tu as fait le boulot, c'est bon. Alors, non, mais attends, puisque Luc est là, je veux quand même dire que j'ai rencontré Luc il n'y a pas longtemps, mais surtout, Luc, il faut le dire quand même, c'est que j'ai ici un PV. Dans le bouquin de Pierre Goldman, Souvenirs obscurs d'un juif polonais, il se trouve qu'il est arrêté par les flics, Pierre, parce qu'il y a une bagarre mémorable devant la librairie Clarté. Et en fait, celui qui m'a donné ce PV, qui a été arrêté avec Pierre, c'est Luc. Il passait avec sa mobilette ou son vélo, je sais plus, peut-être une lettre avec colo avant la lettre. Il passait et il a vu que les FAF, Madelin, les fascistes, Ordre Nouveau, Longuet aussi. Longuet, là c'est les mots de l'époque. Dont la démocratie a fait un ministre. Ouais, et Longuet aussi, et les deux, on n'oublie pas. Bon, en tous les cas, Longuet et Madelin, ils allaient avec des barres de fer pour casser la gueule aux gauchistes de Clarté. Luc passe par là, va les prévenir, les mecs de Clarté sortent, baston général, évidemment ils se font bien casser la gueule, mais qu'est-ce qu'on voit ? Il y avait des mecs comme, on va les citer, vite fait. Il y avait Jean-Claude Barra, je ne connais pas, Christian Delanoë, Souda Feldman, Pierre Goldman, Luc Nemeth, Suzy Ramamon-Gizoa, Jean-Claude Rousseau, Tranchilda et Alain Krivine. Tous ces gens-là finis au poste, etc. Et tu en étais. Merci pour ce document que j'ai transmis à Manuel, le fils de Pierre, qui malheureusement, il voulait venir, puis il me dit c'est trop dur pour moi de venir. Voilà. Donc tout ça pour vous dire qu'à la fin de ce procès, Damien, Pierre Goldman, est acquitté. Donc, mon bouquin et tous ceux qui racontent des choses, etc., ils ne doivent jamais perdre de vue que Pierre Goldman a été innocenté de l'assassinat des pharmaciennes. Ça ne se remet pas en question. C'est l'autorité de la chose jugée, force de loi, et on n'a pas à discuter de ça. Et moi, en tous les cas, si j'ai écrit 300 pages sur cette affaire, c'est parce que coupable à Paris, innocent à Amiens, il y a de quoi raconter. Il y a de quoi raconter et j'espère que vous lirez. Et je pense qu'il y a de quoi aussi innocenter Pierre. Je ne vais pas en dire plus parce que j'ai dit qu'on ne commentait pas une décision de justice. Donc c'est un peu compliqué, mais bon, vous lirez. En tous les cas, voilà, Pierre Goldman sort de prison donc en 77.
il va commencer une vie, il est écrivain, il est connu, il est journaliste, tout va bien, il a rencontré Christiane, il va avoir un enfant, Christiane va accoucher, et là il sort de chez lui, on est le 20 septembre 79, hombre, il se retourne, et là on le massacre de balles. Il est criblé de balles et il meurt. On n'a jamais retrouvé ces assassins. Honneur de la police. On ne sait pas qui sont ces gens. Alors, les mecs de l'IB ont fait une enquête, on a appris qui a un nom, que je ne citerai pas, mais il est mort lui-même, donc je pourrais, mais ce n'est pas l'objet. On a fait une enquête, ça n'avance pas. Donc je suis en 2010, je suis stagiaire chez Francis Chouraki, un des avocats de Pierre. C'est comme ça que je deviens avocat, parce que j'ai rencontré Francis, etc., qui m'a offert une robe. Je porte une robe que l'avocat Pierre Goldman m'a offerte. Voilà, donc je suis stagiaire et téléphone Karl Laske, Mediapart. Karl nous dit, ce soir, ou dans la semaine, il allait y avoir un documentaire sur Canal+, qui s'appelle « Comment j'ai tué Pierre Goldman ». Voilà, alors on l'a regardé. Un type flouté avec la voix trafiquée qui nous raconte, place de l'abbé Enoch, ce qu'il a fait. Karl n'a pas lâché l'affaire. Donc il a suivi le bouquin, enfin l'histoire de ce mec. Ce mec va décéder quelques temps plus tard. Il se trouve qu'un jour, il y a un copain de ce mec, journaliste, qui a écrit un bouquin, la biographie de ce garçon, René de Recinati de 16. Ouais, de 16, c'est lui qui dit... Alors, Karl maintenant, parce que moi j'avais des doutes, à un moment, bon, il dit qu'il l'a tué, qu'est-ce qu'on a comme... voilà, j'allais dire c'est facile de se vanter, il n'y a pas de quoi se vanter, mais lui il raconte... Mais alors, dans cette bio, Karl va remonter tous les fils, et maintenant, il m'a dit qu'il viendrait, donc j'espère qu'il va vous dire 2 mots. Il est là, Karl. Salut. Eh ben voilà, Karl, j'espère que je ne me suis pas trompé jusque-là. Karl, tu as remonté tous les fils de cette enquête, etc. Et on peut donner 3 noms. Je crois qu'on peut poser 3 noms sur les mecs. Tu les poses à moitié, parce que de toute façon, l'affaire est prescrite, hélas. Mais ces gens qui ont revendiqué l'assassinat de Pierre Goldman, honneur de la police, ils nous expliquent qu'ils ont aussi tué Curiel. Curiel d'État 1 an avant, et ça, c'est pas prescrit. Donc, moi, je vais laisser la parole à Karl. Antoine, je prends la parole. Déjà, j'ai écrit des articles, et pas beaucoup, parce que j'en ai écrit que 3 ou 4 voilà, sur le sujet. Je ne suis pas vraiment, peut-être vraiment en position d'avoir des réponses critiques, d'autant plus que je parle aussi d'une enquête en cours qui est celle concernant l'assassinat de Curiel, donc c'est assez délicat. Mais en 2-3 mots, c'est vrai que c'était assez incroyable, assez rare qu'une personne, même floutée, dise sur une chaîne de télé française, voilà comment j'ai tué quelqu'un. De manière générale, et de l'expliquer et de d'être à même de reconstituer cette journée et de dire j'ai tué Pierre Goldman et voilà comment j'ai fait. Et surtout qu'une telle déclaration n'ait pas de conséquences, c'est-à-dire que le parquet n'ait pas dit bon bah quand même là il y a quelqu'un qui avoue un crime et donc effectivement ça n'avait pas bougé du tout. Et dans cet épisode, pourtant, alors il y avait lui, René Recinati de Sèvres, qui était présenté comme sous un pseudonyme, mais il y avait dans l'enquête du journaliste qui l'accompagnait des coups de fil passés à différentes personnes, parce que cet individu, donc René Recinati de Sèvres, qui était un royaliste d'extrême droite, avait par ailleurs un passé de mercenaires, etc. Et faisait référence à des complices. Les complices en question, il les désignait comme des policiers aux journalistes, et le journaliste les appelait, et les journalistes menaçaient, les policiers menaçaient le journaliste d'avoir des ennuis, etc. Enfin, il y avait toute une scène autour de cette interview qui était particulièrement intéressant, parce que non seulement voilà comment j'étais Goldman, mais voilà avec qui je l'ai fait, et voilà ce qui s'est passé. Et donc silence radio par rapport à ça pendant quelques années. Alors donc là, à l'époque, j'étais à Libération, j'ai
fait un article, j'essaie de remuer un petit peu, de voir la question de la prescription. On est quand même... et on savait déjà à ce moment-là que cet individu revendiquait d'autres crimes, mais il ne le faisait pas publiquement. Et c'est que 2 ou 3 ans plus tard, après sa mort, que donc un de ses amis politiques, extrême droite aussi, a dit bon ben voilà, il y avait effectivement, voilà ce que m'a dit précisément René, voilà ses mémoires posthumes en quelque sorte, et effectivement il y avait un commando, effectivement il y avait 2 policiers, alors il les nomme par des pseudonymes, hein, Tango et Charlie, et ça va donner matière à une autre plainte, en quelque sorte, puisque dans ce livre posthume, il est question de l'assassinat d'Henri Curiel, donc, qui survient un an avant, avec plein de détails, en fait, plein de détails biographiques à la fois sur les policiers en question, plein d'éléments susceptibles de remonter à ces personnes. Présumé innocente, mais bon, voilà, quand même, on avait comme ça un groupe avec des pseudonymes, avec un petit détail intéressant et qui a permis d'identifier le premier d'entre eux, qui était qu'on avait affaire à un policier effectivement qui avait été révoqué après un braquage à Marseille. Et ça, c'était un détail biographique qui permettait de remonter à lui. Du coup, les avocats de la famille Curiel, voilà, là peut-être il y a des éléments nouveaux pour démêler l'assassinat d'Henri Curiel. Ça a permis de rouvrir l'enquête Curiel sur cette base, et ça a donné lieu à plein d'investigations. Donc le policier révoqué a été retrouvé. Il a reconnu avoir appelé, faire partie des anonymes qui avaient menacé le journaliste. Mais en disant mais attention, on ne l'a pas vraiment menacé. Il disait quand même on va t'amener dans un bois, on va te faire la peau. C'est quand même... Et donc voilà, donc là il y a tout un comment dirais-je, une espèce les révélations de récidivisme de ces sont apparues soudain plus concrètes, précises et déjà plus floutées. Et donc on a eu un premier personnage et à ce sujet j'ai fait un papier là-dessus. Il n'a pas répondu. Mais en enquêtant et en travaillant, y compris en faisant parler d'anciens fonctionnaires, j'ai compris qu'effectivement il y avait ce réseau d'extrême droite dont on pressentait qu'il avait agi à Paris dans ces années-là, qui comprenait plusieurs policiers, donc le fameux, le premier qui avait été finalement, dont l'existence avait été dévoilée involontairement dans le livre par cet épisode de révocation, et qu'il y en avait un deuxième. Et donc le deuxième, je l'ai aussi, j'ai réussi à l'identifier, et il a récemment été aussi interrogé. Donc il y a effectivement un ancien agent policier, fonctionnaire de la DST, et un ancien des renseignements généraux, qui ont fait partie du groupe donc, de récidivisme. Je suis un peu long, parce que c'est des fils qu'on remonte comme ça. Mais c'est intéressant parce qu'en fait, on a des personnes qui ont été mises en cause, donc ils ont été révoqués, l'un pour ce braquage, et l'autre pour une tentative d'attentat en 1980. L'implication dans une tentative d'attentat, il n'est pas commise lui-même, enfin, les policiers avaient découvert, en perquisitionnant un garage après une tentative d'attentat contre l'ambassade d'Iran à Paris, ils avaient retrouvé l'identité de ce policier, donc ce policier a été révoqué. Tous les deux étaient des anciens d'extrême droite, ils avaient été tous les deux engagés au Liban comme une bonne partie de cette mouvance dans les années 75-76. Ils avaient agi ensemble et de fait dans ce milieu très, quand même, petit milieu d'extrême droite radicale, à l'époque, ils étaient connus pour ça. Et donc, effectivement, ils n'ont pas cessé par la suite, enfin, en tout cas, Racine Dudessay et son camarade, de parler des actions et de se vanter des actions criminelles qu'ils avaient commises, en particulier
pour en particulier l'assassinat de Pierre Goldman et Henri Curiel. Donc, et ça a aussi été confirmé par des témoins qui les avaient fréquentés, etc. Simplement, voilà, on est 40 ans après. Bon, il y a quand même une information judiciaire qui est ouverte concernant Curiel, elle est prescrite. Les faits sont prescrits concernant Pierre Goldman. Mais si c'est les mêmes, on les aura dans un peu. Voilà. Si c'est les mêmes, on les aura. Le dernier point, c'est pourquoi et pour qui. Et là-dessus, donc Resniki le sait, et lui il disait moi j'ai agi à la demande de Pierre de Bizet, c'est le patron du SAC. Et qui répondait aux ordres par ailleurs de la présidence de l'époque. Donc ça pouvait paraître un peu étrange, mais pas tant que ça finalement, compte tenu de ce qu'on a su après du SAC, de ce que faisait le SAC, de la tuerie d'Auriol, de façon de tout. Et il se trouve que ces faits-là sont aussi recoupés par l'interrogatoire des deux anciens policiers révoqués, qui eux aussi ont travaillé pour les Bizet. Bon, il y a différents épisodes dont je épargne les détails, mais notamment la surveillance de l'épouse de Bongo, qui était demandée par de Bizet, où les deux policiers y avaient participé. La tuerie d'Auriol, les deux policiers avaient été plus ou moins mêlés à ces faits-là aussi. Pas directement à la tuerie, mais à tout ce qui avait entraîné comme remue-ménage, au niveau du SAC. Donc on a ce faisceau de soupçons. Petit à petit s'éteint, mais voilà, on est longtemps après les faits, donc il faut espérer que l'enquête pourra quand même prospérer malgré ça. Voilà, quand je dis qu'on peut donner 3 noms ou les poser, en tous les cas, tu as dressé tous les recoupements et les détails que tu dis, qu'on trouve à droite, à gauche, que tu as dit tout à gauche, nous donnent le portrait de ces 3 personnes. On nous donne à peu près. Le portrait a été donné, et dans un livre, à propos duquel le silence radio va beaucoup plus loin, c'est Dossier P comme police de Alain Hamon et Jean-Charles Marchand, et je crois, paru en 83, et je crois que c'est en page 170 duquel, il dit que un des membres du commando était donc un type de la DST, et que le type qui faisait le guet au square de la Georges Lénogue était un type de haut rang de la préfecture et membre des RG. Et bien on attend encore que les journalistes fassent leur travail et mettent ça sur le tapis. Et ça va plus loin que les braquages, etc., et tentatives d'assassinat qui, ultérieurement, je dis bien ultérieurement à l'assassinat de Pierre, auront pu valoir à ces flics d'être révoqués. Et on surexpose dans cette histoire récidive, donc effectivement, tout ce qui vient d'en être dit ce soir, parce que ça permet d'évacuer le fait que c'était vraiment, ça fait partie des crimes d'État, des crimes d'État du septennat Giscard. Et que, même après quand le SAC a été révoqué, ils n'ont pas pu faire autrement que de dissoudre le SAC après la tuerie d'Auriol. Je crois qu'environ 40 flics à peu près dans la région de Marseille sur 120, à peu près un tiers. Et quel membre du SAC? C'était vraiment un État dans l'État, et on sait très bien que de Bizet en savait plus que le ministère du ministre de l'Intérieur lui-même. Luc, pour revenir quand même sur notre soirée, parce qu'après on se reprendra une. Mais en fait, ce que tu dis est un élément de plus qui conforte le journaliste qui a fait ce boulot, qui est là. Et en fait, si tu veux, le problème c'est de retrouver et pas. Je dénonce, monsieur Beaulieu. Pas lui, bien sûr. Non. Mais l'ensemble, la quasi-totalité des médias qui a oublié ce qui se sont empressés d'oublier ce qui avait été écrit en 83 dans Dossier P comme police et qui ont préféré surexposer Resniki parce que ça permettait d'en faire un truc. Ce que je peux dire, et tu m'amènes à, donc, si tu veux, un chapitre que je voulais quand même évoquer, avant que Karl parle de tout ça, c'est effectivement, depuis la mort de Pierre Goldman, les journalistes, peut-être mauvais, n'ont pas arrêté de chercher. Les gars de l'IB, Sorge qui devait venir n'est pas là, mais les gars de l'IB, les copains de Pierre, sont partis à fond et ont annoncé un nom. Dès 81, on a un garçon qui est ciblé, Maillot Libaud. D'accord? Attends, non mais c'est d'accord, il est même pas dans les 3. Mais pour te dire, ils ont cherché par là. T'as un type qui s'appelle Aimé Blanc qui sort un bouquin,
le flic irlandais qui dit ce Mayon Libaud m'a dit que dans tout c'était pour faire diversion et pour protéger les flics. En tous les cas. Et les Blancs savaient très bien que Mayon Libaud n'avait rien à voir là-dedans. Il avait ça pour protéger les flics. Alors ce que je veux dire, moi, c'est que quand je me mets à écrire ce bouquin, le mien, il y a 3 pistes. La première, c'est honneur de la police qui revendique. Donc, honneur de la police qui revendique, on va par là. On dit la police qui se venge. En plus, le type qui a été blessé à Richard Lenoir était policier. Donc, ça avait sens que ce soit des fachos qui en veulent à Pierre, ils revendiquent en disant Pierre Goldman a payé pour ses crimes, la justice laxiste, etc. Donc, ça se porte automatiquement vers l'extrême droite. La deuxième piste, Leclerc, qui a interrogé Pierre Goldman au 36 quai des Orfèvres, qui après fait un grand flic, comme on dit. Leclerc, qui écrit ses mémoires, il est décédé depuis, il dit, il s'appuie sur le fait qu'au moment où Pierre est assassiné, il y a un témoin qui entend le mot « omblé » pour faire retourner Pierre, et Palaki Ombles pour se sauver. Donc, on dit, là, il y a une piste espagnole. Et on découvre dans l'enquête que Pierre aurait promis des armes à l'ETA. Leclerc dit, à mon avis, c'est pas ça, mais Pierre aurait payé à Paris un truc qu'il aurait fait au Venezuela, puisqu'il a été guérilleros là-bas, il a fait un énorme braquage. Il y a une histoire au Venezuela, on ne sait pas ce qui s'est passé. Pierre était mort de trouille, et je publie la lettre où il dit s'il m'arrive quelque chose, machin, sachez que j'ai rien fait de mal au Venezuela. Ça, c'était la piste espagnole qu'a évoqué Leclerc. Et pour finir, j'ai ici mon contradicteur, parce que moi, quand j'ai écrit cette biographie et que j'ai dit il faut bien que je m'exprime sur la mort de Pierre, il y a un truc que vous découvrirez, incroyable, c'est que Pierre, les 24 dernières heures de sa vie sont exactement les 24 dernières heures de la vie d'Archibald Rapoport, du père d'Archibald Rapoport, un bouquin que Pierre a écrit en sortant de prison, il l'avait écrit en prison mais publié en 78. Dans Archibald Rapoport, Pierre raconte le dernier jour de la mort. Archibald naît le jour de l'assassinat de son père. Je vous en dis pas plus, mais Manuel naît le jour de l'enterrement de son père. Et quand on déroule à partir de là, ce que Pierre a fait, depuis la mort de Pierre et 24 heures, depuis la mort du père d'Archibald et 24 heures, c'est la même chose. Alors moi je me suis dit, pour avoir été journaliste, je me suis dit, dis donc, les assassins, ils ont fait comme quand un journaliste, quand il veut écrire un article, c'est qu'ils lisent tout sur le sujet. Donc je me suis dit, c'est pas possible, les assassins de Pierre ont lu Archibald Rapoport, parce qu'ils auraient mis en scène la même mort. Voilà, et la même chose. Alors maintenant, j'en dis pas plus. Voilà. Bon, ça peut te donner rendez-vous. Sûrement pas moi. T'as été prévenir les copains de Clarté que l'extrême droite arrivait. Oui, mais je te donne donc pas rendez-vous à l'extrême droite. Non. Et j'y tiens parce que Madeleine a réussi. Ça, je tiens à le préciser, parce que c'est un truc un peu que les gens ne savent pas. Il a raconté quelque chose que Pierre a raconté dans les souvenirs obscurs, c'est qu'un jour il l'avait rencontré dans un café, Madeleine, je ne sais quels autres du mouvement Occident, pour dire quelles étaient les règles du jeu. Qu'est-ce qui serait permis et qu'est-ce qui ne serait pas toléré dans le cadre des affrontements physiques. Et on affrontait physiquement l'équipe d'Occident. Ok. Mais ensuite, Madeleine a osé raconter que Pierre lui téléphonait d'une cabine téléphonique quand les fascistes ne venaient pas là pour qu'ils viennent. Et pourquoi pas mon cul sur la commode? Ce n'est pas vrai. Je tiens à dire que Pierre, et c'est une des raisons aussi qui ont pu faire que j'ai pu être à ce point, que je lui reste encore à ce point attaché. Il était au contraire très économe justement de nos vies à tous, parce que nos vies pouvaient être éventuellement menacées. Et, non, ça ne tient pas debout. Il y avait lui, il y avait Yves Janin qui avait épousé, donc, je crois, Evelyne, la demi-sœur de Pierre, et je crois qu'il est décédé d'un accident de voiture. Mais Pierre était extrêmement économe. Et donc, alors, je vais maintenant, puisque tu
tu m'as cité, je vais le citer jusqu'au bout. Donc j'étais en Solex ce jour-là, le 11 mai 65. On attendait les fascistes pour le 13 mai. Le grand jour des fascistes, c'était le 13 mai 58, le 13 mai. Mais le 11 mai, je vois au bout de la rue de l'école de médecine une soixantaine de types avec Longuet, Bazin, etc. Donc j'ai compris où ils allaient. Ils allaient à la librairie Clarté, place Paul Pingré, qui était donc le local où se réunissaient tous les antifascistes en gros. Et donc le type qui m'ouvre la porte à Clarté, c'est Pierre. Et là, je tiens à le dire, il m'a simplement dit. Alors, il n'était pas méfiant vis-à-vis de moi, mais il avait 4 ans de plus que moi. En plus, il était à l'UEC, alors que moi, j'avais jamais eu ma période féministe. En plus, il avait une sorte de mépris pour les lycéens, parce que c'était un truc qui s'était mis dans la tête. Il nous estimait trop proches des fascistes, au quotidien, des fascistes du lycée, trop proches de l'extrême droite. Non, c'est pas vrai, mais ça fait partie de ces lubies qu'il avait. Donc, il était plutôt a priori. Mais bon, il m'aimait bien quand même, il était aussi un peu méfiant. Il m'a posé cette question, et je tiens à dire, il m'a dit textuellement, est-ce que je dois appeler les flics? Et quand je lui ai dit ce que je venais de voir, il m'a dit, est-ce que je dois appeler les flics? Et c'est une question qui, avec la culture politique qui était la sienne, lui aura forcément coûté. Mais il avait un extrême sens des responsabilités. Et ça, je tiens à le dire, et il faisait partie des rares qui ne se seraient pas tirés les castagnes avec les fascistes, sans vérifier que tout le monde était là. Vraiment, on l'aimait bien aussi pour cette raison, même ceux qui, comme moi, étaient idéologiquement très éloignés de lui, mais non, c'était vraiment un camarade qui se comportait comme tel et avec un extrême sens des responsabilités. Dans le cadre d'une lutte collective, je tiens à dire, puisqu'évidemment, à cause de tout ce qui s'est passé après son retour d'Amérique latine, il est au contraire plutôt perçu clairement comme un électron libre et comme un individu. Non, il était avant tout un symbole de cette lutte collective. Mais comme le 3 mai 68, qui est le jour où tout a commencé en mai 68, où j'ai été réarrêté, je fais partie de ceux qui ont été réarrêtés dans la Sorbonne, j'étais presque étonné de ne pas le voir ce jour-là. Je ne sais pas où il était. Il était au Venezuela. Mais voilà, mais a priori, je m'attendais, moi, à le voir ce jour-là. Parce que si tout a commencé ce jour-là, c'est parce qu'il y avait ce jour-là à Paris, chose encore que Le Monde et compagnie n'ont pas dit, un colloque, je ne sais pas quoi, d'étudiants de néo-nazis européens. Et donc, il y avait une rencontre de néo-nazis européens. Donc, oui, parce que qu'on n'a pas dit peut-être on l'a dit, c'est qu'il organisait le service d'ordre de l'UEC. Absolument. Voilà. Et donc il y avait quelques pieds de chaises, etc., de tables, etc., mais très bien rangés dans le couloir, à l'entrée du couloir de la Sorbonne, pour organiser l'autodéfense en cas de besoin. Mais l'affirmation selon laquelle tout le monde que les gauchistes étaient en train de tout casser à la Sorbonne, c'était un bobard déjà dès le lendemain du journal Le Monde. Et d'ailleurs, j'ai consulté, j'ai lu par dérogation, parce que donc je ne suis pas mal vu à la préfecture, je ne suis pas considéré comme un emmerdeur. Mais bon, j'ai eu par dérogation le dossier du 3 mai 68, et dans lequel j'ai trouvé d'ailleurs ce que je t'ai envoyé. Et il y a tous les télégrammes de l'état-major de la police qui avaient évidemment leurs envoyés à la Sorbonne, etc. Et non, et qui disent bien que non, il n'y a absolument rien de grave, etc. Donc histoire des gauchistes qui cassaient tout dans la cour de la Sorbonne, c'est un bobard démocratique avec des parce que je préfère qu'on en reste là pour 2 raisons. D'abord parce que tu diras aussi un mot Karl, mais je préfère qu'on en reste là sur ce que j'ai écrit sur la mort de Pierre. Parce que d'abord, vous savez, s'agissant de Richard Lenoir, de l'assassinat des 2 pharmaciennes, je suis persuadé que c'est présomptueux, mais ça s'est passé comme je l'ai écrit. Ça s'est passé comme je l'ai écrit, boulevard Richard Lenoir, dans la pharmacie. Il faut lire ça. Et sur la mort de Pierre, c'est absolument hallucinant. Les dernières 24 heures, j'ai pas besoin d'en dire plus, les dernières 24 heures de Pierre sont les dernières 24 heures d'Archibald Rapoport. C'est incroyable.
Maintenant, pour revenir dans la pharmacie, la deuxième raison, donc ça me ferait plaisir que vous lisiez ça, parce que je pense qu'on pourra plus faire des films à la Cédric Kahn, et on pourra plus raconter n'importe quoi sur ouais, coupable, innocent. Il paraît que dans une salle de cinéma, il a proposé au public de voter. C'est dingue. Il a proposé au public de voter pour ou contre l'assassinat, pour ou contre la culpabilité de Pierre Goldman. Donc voilà, non, Pierre Goldman a été innocenté, point. Et je pense qu'on ne peut pas revenir là-dessus. Je pense que mon livre confortera. Il ne dit pas qu'il est innocent, il ne dit pas qu'il est coupable, il dit ce qui s'est passé dans la pharmacie. Voilà. Et pour la fin, pour ce qui est de mon histoire Goldman, Archibald Rapoport, je crois que tu veux dire deux mots. K. Alors, c'est pas par... Non, mais tu voulais... Comme il y a des choses qui ont été un petit peu évoquées, je pourrais te dire qu'il y a une autre partie certains entretiens que j'ai eus avec, notamment avec d'anciens militants qui ont été proches de Pierre Goldman. Je dois dire que, de ce que j'ai compris, avant d'avoir des tueurs à ses trousses, il était en fait depuis un an et plus dans un travail de construction d'un groupe antifasciste d'action. Et ça, j'ai plusieurs de ses proches, militants proches, qui me l'ont confirmé. Et ce fait me semble assez important, en fait, toujours pour réfléchir à ce qui a pu se passer, hein, mais on reste sur des hypothèses. Mais, c'est vrai que ce groupe s'était employé à faire des enquêtes parallèles sur les militants d'extrême droite, à réunir aussi un aspect opérationnel pour contre-attaquer ou pour attaquer les fascistes de manière musclée, et si je veux dire. Et donc là, je veux dire ça, il y a peut-être une clé là, sachant qu'en plus on connaît un petit peu, on a quelques pistes maintenant sur les possibles assassins. Voilà, c'est juste ce que je voulais ajouter, parce que effectivement, comme ça a été dit, si on est sur la piste de Bizet avec des personnes qui sont des fonctionnaires, d'anciens fonctionnaires qui sont liés à de Bizet, on est face effectivement à un crime d'État. Parce que de Bizet, il répondait aux ordres de l'État avec des personnages qui répondaient aux ordres de l'État. Donc c'était juste pour ouvrir une perspective des futures enquêtes éventuellement. Maintenant, tu as une question, Luc. Non, c'est pas une question, c'est une réponse. Que tu as été trop modeste sur un point, c'est que tu as apporté une précision qui a échappé pratiquement à tout le monde, c'est cette histoire de l'honneur de la police. Finalement, on ne s'est pas beaucoup posé de questions sur ceci, mais il était d'apparition extrêmement récente, il avait été peu utilisé. Or, il me semble bien que le jour ou le lendemain du procès d'Amiens est paru dans Libération un article de Marc Cravette, qui avait été pour Pierre comme un frère. D'ailleurs, je crois que quand Pierre a été arrêté le 9 avril, quartier de l'Odéon, il se rendait chez Marc Cravette. Il se rendait chez Marc Cravette. En plus de ça, il sortait de chez Gattari, mais Gattari qui était un copain, parce que Cédric Kahn ne voudrait nous faire croire qu'il a assez bien d'électrochoc ou je sais pas quoi. Non, il était en contact avec Gattari, parce que Gattari était un copain. Et donc, Marc Cravette avait publié dans Libération un article dont tu as produit la photocopie, ça m'a frappé. Moi, ça fait longtemps que j'ai pas lu mon livre. Et moi aussi, moi je les ai lus, j'ai lu tous les livres sur Pierre, et du coup, j'ai fini par oublier ce que j'ai lu dans lequel. Mais je me rappelle très bien que dans le tien, sorti en 2005, il y avait la photo de cet article de Marc Cravette dans l'IB, et dont un des paragraphes a en titre « Honneur de la police ». C'est quand même plus qu'une coïncidence. Oui, c'est ce qui me poussait à dire quand même, ils ont tout lu de Pierre Goldman avant de l'assassiner. Là, ça va très bien. Il revendique, c'est Honneur de la police qui revendique, alors que Marc Cravette, dans un de ses articles, l'intertitre c'est Honneur de la police. Donc tu te dis, putain, ils ont lu cet article, ils ont pris ce truc. Enfin, Marc Cravette est celui qui a trouvé le nom du groupe qui a revendiqué. Alors que Curiel, si c'est les mêmes, c'est le groupe Delta. Donc, groupe Delta, Honneur de la police, les mêmes personnes. J'avais effectivement vu ce truc-là. Ah oui, mais tu es le seul à ma connaissance à l'avoir vu, et après ça a été aussi oublié.
Ouais, parce que depuis, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de biographies d'écrits, de bandes dessinées. Il y avait, Maintenant, il y avait une volonté de ne pas voir et de ne pas savoir. Voilà. Ouais, bah oui.